informations. Ouais. Il faut dormir pour les assimiler. D'accord. C'est difficile à croire. L'étudiant va te dire non, mais si je dors, c'est 1 heure que je perds. Non, c'est 1 heure qu'il gagne. Ouais. Parce qu'il est plus productif le Ah lendemain. oui. On parle des étudiants, mais moi, je pense à mon cas aussi. Oui. Parfois, où je travaille tard, alors qu'il vaut mieux se reposer. Et ce que j'ai fait pendant 2 heures de travail la nuit, j'aurais pu le faire en 30 minutes Le lendemain, par exemple. En étant en pleine forme. En étant en pleine forme. Ouais. Tout ça, c'est bon à savoir. Oui, on le sait. Ce qui est bien, c'est qu'on le sait. Mais est-ce qu'on le pratique Voilà, finalement c'est ça. à la fin? Il faut le faire. Ça, parce qu'au bout du compte, la santé, c'est le socle sur lequel tout repose. Tout repose. Et le cerveau, tu as vu, mais comme tu disais, c'est le système central. C'est le système central. Tu peux avoir un corps en très bonne santé, si ton cerveau est capote, tu fais rien. Quand il va pas, rien ne va. Ouais. On se leurre, on prend des leurres, on prend du café, on fume en se disant que oui, mais une cigarette, parfois on a l'illusion d'aller mieux, d'être plus performant. On prend un joint de cannabis. Pendant 5 minutes, on est bien, on est léger, on est dans un autre monde. Mais après, qu'est-ce que ça crée? Une dépression, de l'anxiété, de la dépendance, une diminution des performances. Ouais. Donc, c'est pas utile. Et comment on peut se défaire de ces addictions, que ce soit l'addiction aux écrans, que ce soit le cannabis ou autre chose? Il faut se faire aider. Tu sais, le propre des gens qui ont une addiction, c'est de se dire « Non, je peux laisser tomber quand je veux. Ouais. » C'est un piège. Ouais. Parce que c'est l'organisme qui le réclame. C'est plus nous, on n'est plus maître. Et ça rentre dans la définition de la dépendance. On n'a plus le contrôle. C'est plus sous contrôle. Et dans ce cas-là, il faut que le sujet en soit conscient. Il faut que l'entourage en soit conscient et ramène le sujet à prendre conscience de ce qu'il fait de pas bien. Et il faut se faire accompagner, il faut se faire soigner. Mais on est tous un petit peu accros à nos téléphones aujourd'hui. Oui. Là, on n'est pas obligé tous d'aller consulter quand même. Il y a des choses... Il faut de la volonté. C'est de la volonté, quoi. Il faut l'utiliser comme récompense. Ok. Tu vois, on se dit, on fait l'émission, on finit, on va faire telle chose, on va faire telle autre chose, et puis... vers 18h30, je vais m'accorder 30 minutes de téléphone. Je vais lire l'actualité pendant 10 minutes, je vais regarder un sketch ou un film pendant 30 minutes, je vais faire telle chose. Et après, on se force à le poser. C'est ça. Ouais. Et après, chaque fois, on se dit, bon, demain c'est samedi ou demain c'est dimanche, je peux m'octroyer 10-15 minutes de plus. Et ce sera une récompense. Et on va produire des hormones, on sera content de nous. Et il faut considérer tout cela comme étant des gratifications. D'accord. Mais c'est plutôt difficile. Hein? Oui, c'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile. À faire. Le cerveau aime bien mettre en place des habitudes, il aime bien les routines, ça aide. En fait, on structure son cerveau. Voilà. Chaque chose a sa place, chaque place pour une chose. Ça, j'adore. C'est ça qu'il faut faire. Et du coup... Et chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. On fait tout ce qu'on fait bien et on n'empiète pas sur les autres choses. On n'est pas dispersé, on n'est pas éparpillé. Ça aide pour la bonne santé du cerveau. Mais clairement, c'est ce qu'il faut faire. Il faut de la discipline. Il faut manger à heure fixe. Il faut dormir à heure fixe. Il faut se réveiller à heure fixe. Ouais. Il faut faire le tri dans nos activités, dans nos souvenirs, dans ce qu'on retient, dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on apprend. Oui, dans ce à quoi on décide d'accorder notre attention. D'accorder notre attention. Ouais. Exactement. Sans être trop dur non plus. C'est-à-dire, si aujourd'hui j'ai décalé de 30 minutes ou bien si ceci, cela, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Mais au moins peut-être d'avoir un canevas dans la tête. Oui. Parce que, écoute, si un ça plan nous d'action. Oui. Ça nous permet d'être en bonne santé, d'avoir un cerveau mais vif. C'est exactement ça vaut le coup, qu'il faut. Je pense. Mais faut pas que ça vire à l'obsession, comme tu dis. Oui. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai pas dormi à 22 heures que bon, la Terre va s'arrêter de tourner. Non. Il faut se laisser des plages aussi de liberté, de flexibilité pour que, voilà. Est-ce qu'on peut travailler sur son cerveau à tous les âges pour le remettre en bonne santé si on a été un peu négligent sur son sommeil, si on n'a pas fait beaucoup de sport? Ou est-ce qu'à partir d'un certain âge, c'est trop tard? C'est jamais trop tard. En fait,
Tant qu'on n'a pas une pathologie dégénérative qui, dans tous les cas, l'histoire naturelle produit vers cette dégénérescence-là, que l'on agisse ou que l'on n'agisse pas, on peut toujours récupérer ce qui reste. Tu as parlé de plasticité. La plasticité fait appel à une autre fonction. Tu vois, quand on a un AVC et qu'on perd la parole, par exemple, c'est une partie des neurones d'un hémisphère, de l'hémisphère dominant selon que je sois droitière ou gauchère. Si je suis droitière, c'est mon hémisphère gauche. Si je suis gauchère, c'est l'hémisphère droit. Et je perds la parole. Alors, cette population de neurones ayant été détruite, la plasticité fait appel à... C'est une capacité qui fait que les neurones voisins vont apprendre à développer les aptitudes de ces neurones détruits. Okay. Donc, même si elles n'étaient pas spécialisées dans le langage, elles vont apprendre à parler, entre guillemets. C'est ça, la plasticité. D'accord. C'est pour ça que quand on fait un accident vasculaire cérébral, on ne parle pas, on a une aphasie, on a une paralysie, qu'on arrive à récupérer. Après, c'est clair qu'on n'aura pas une récupération totale, complète, si les neurones ont été complètement détruits. Mais les neurones voisins peuvent développer des aptitudes. Il est clair que cette plasticité, elle est plus importante quand le sujet est jeune, quand c'est un enfant, quand c'est un adolescent, quand c'est un adulte en bonne santé, que quand c'est un adulte, une personne très âgée à un certain âge. Mais c'est ça la plasticité, c'est la capacité des neurones voisins de récupérer les aptitudes des neurones qui ont été détruits. Waouh, ça c'est impressionnant, ça veut dire oui, que... le cerveau est doté de capacités mais extraordinaires. Ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue un jour d'un homme qui était handicapé des mains. Donc, il n'avait pas usage de ses mains. Et du coup, il était orfèvre. C'est-à-dire qu'il réparait des montres avec ses pieds. Oui. Le cerveau a développé des capacités au niveau des pieds parce qu'il n'avait pas de mains. Donc, ça montre quand même nos capacités, les possibilités de nos cerveaux. À s'adapter. À s'adapter. Tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'on utilise notre cerveau à 100% de sa capacité? Non, justement, quand on se rend compte de situations pareilles. Mais c'est-à-dire, moi, je suis droitière. C'est-à-dire, mon hémisphère dominant il est à gauche, j'écris avec la main droite. Mais avec un peu d'exercice, de la régularité, je peux arriver à écrire avec la main gauche parce que je vais entraîner mon cerveau droit à écrire. C'est de l'exercice, c'est de l'entraînement, on apprend à le faire. Et est-ce que tu suggères parfois de faire ce type d'exercice? J'entendais quelqu'un, j'avais vu une vidéo d'une neuroscientifique américaine, je crois, qui disait qu'elle se brossait les dents avec la main gauche, justement pour développer plus, quelque chose au niveau de son hémisphère droit. Pour développer plus d'aptitudes. Ces capacités d'apprentissage, on les a également toute la vie? Oui, toute la vie. Il est clair qu'avec l'âge, on perd des neurones. Oui. Donc, on perd un tout petit peu de capacité à adapter sa plasticité parce qu'on a moins de neurones et ils sont occupés à faire tellement de choses, peut-être à entretenir un cerveau, garder des souvenirs. On aura moins de neurones disponibles que quand on avait 20 ans, par exemple. Mais ça reste possible. Mais ça reste possible. Est-ce que tu penses que les gens sont conscients, surtout chez nous en Afrique, sont conscients de l'importance du cerveau? On ne prend pas conscience, en fait, moi je pense, de notre cerveau tant qu'on n'a pas de problème particulier qui a un lien avec cette perte de fonction ou l'exagération d'une fonction. Est-ce que tu comprends? On se dit, je dors, je me lève, je suis fatiguée, tout va. Même si Et c'est pour ça qu'on prend pas assez soin de son cerveau, moi je crois. Et si on savait tout ce que le cerveau nous permet de faire, on bouge, on marche, on parle, on digère. Tout ça, c'est une partie. On prend du poids, on maigrit. Tout ça, c'est le cerveau qui le gère. Donc finalement, la fatigue chronique qu'on traîne parfois, c'est quelque chose vraiment auquel il faut faire attention. Ça a un lien forcément avec le cerveau. Et tu sais, la fatigue, il faut pas la négliger. C'est un signal. C'est une alerte. On peut être fatigué parce qu'on a fait un effort inhabituel un petit moment, mais lorsque ça s'installe,
on dort toute la nuit, on se réveille, on est encore plus fatigué, il y a un problème. Il y a un problème. À 10 heures du matin, 8 heures, 9 heures, je ne dois pas être fatiguée. Je viens de me réveiller. Donc, tout est en marche, tout a été remis à zéro et remis maintenant en mode on. Je dois pas être fatiguée. Il faut se poser des questions. Je me réveille le matin, j'ai pas envie de sortir du lit, j'ai pas envie d'aller travailler. C'est pas de la fatigue physique, mais j'ai pas envie, quoi. Je suis pas motivée. C'est de la fatigue mentale. Ouais. Un épuisement mental. Mais c'est un signal d'alerte que quelque chose ne va pas. On n'est pas programmé pour rester au lit à 10 heures, à 11 heures. On est programmé pour sortir de son lit, s'habiller, faire ses prières si on a des prières à faire, aller faire une activité du jour, quoi. Donc, quand ces signes s'installent, il faut se dire, il y a quelque chose qui va pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors à ce moment-là? Que l'on veille les uns sur les autres. Il faut aussi que l'on puisse capter ces anomalies avant qu'elles ne s'installent et que la fonction de rappel, la fonction d'alerte, de signal que cette anomalie devait représenter en nous-mêmes disparaisse. Parce qu'à un moment donné, quand on fait une dépression, on a cette souffrance morale qui s'installe. On s'en rend compte au début, mais au cours de l'évolution, on s'en rend plus compte. Ça devient son état normal. Oui. Je pense qu'à un moment donné, c'est bien de faire un point quand on se sent comme ça fatigué ou quoi et se dire, OK, qu'est-ce qui ne va pas? Cette charge mentale-là, qu'est-ce que je peux enlever? Moi, je sais que souvent, c'est le passage à l'action. C'est-à-dire, quand j'emmagasine trop de choses à faire et qui ne sont pas faites, qui restent là à faire, ça fait une charge mentale et en fait, il faut que je passe à l'action. Soit je décide que ça, je laisse tomber, je le fais pas, et je ne le ferai pas, mais je l'enlève de ma charge mentale, ou bien alors je le fais, comme ça sort de ma liste, ça sort de ma charge mentale, et du coup, je me sens un peu mieux comme ça. Ça t'allège un tout petit peu, Ça m'allège un peu. Je sais que j'ai automatisé aussi des choses, par exemple, certains messages sur mon téléphone que j'ai automatisés pour pouvoir répondre plus facilement, et que j'ai pas à chaque fois à réécrire des choses. Enfin, mettre des choses en place comme ça, et c'est chacun en fonction de sa situation ou de son problème. Moi, j'ai vu que ça m'a aidé. Ça peut aider, mais tu vois, c'est parce que c'est pas pathologique encore. Je sais pas si tu saisis on veut pas attendre que ça soit pathologique. Justement, je sais pas si on saisit le moment où ça devient pathologique. Cette charge mentale dont tu parles, j'ai un patron qui me harcèle, qui me donne des ordres contradictoires au bureau, qui me réprimande pour un oui, pour un non, qui fait que le matin, mais j'appréhende d'aller au bureau. Tant que c'est là, je me dis, c'est gérable. Mais il faut pas attendre que ça devienne pas gérable, de faire une crise de larmes, de faire une crise d'angoisse, de craquer. Que ça devienne organique, que ça devienne maintenant, que la manifestation soit physique et qu'elle soit visible pour en prendre conscience et le prendre en charge. Il faut écouter son corps. Vous savez, avant de tomber malade, on a des signaux d'alerte. Toujours. Tout le temps, on se le dit. Pourtant, c'est vrai, la semaine dernière, le mois dernier, je me sentais pas bien. J'ai fait une grippe, ça a été prolongé. Oui, voilà, j'étais fatiguée. Mais c'était des signaux. Il faut toujours s'arrêter. Quand on passe d'une situation A à une situation B, il faut toujours se demander pourquoi on a quitté de ici à là. On va passer à quelques questions des internautes. Il y en a beaucoup auxquelles on a déjà répondu quand même dans notre échange. Les troubles déficit de l'attention, TDAH, il y en a de plus en plus chez les jeunes aussi. D'où ça vient et quelles solutions envisager? C'est plus du domaine de la psychiatrie, mais ce sont des troubles du comportement qui font que la personne n'arrive pas à focaliser son attention sur une activité qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, on va prendre le cas d'un enfant, c'est plus facilement visible. On lui donne un dessin à colorier. Si c'est un bonhomme, il va colorier une jambe. Après, il va vouloir prendre le livre et il n'arrive pas à fixer son attention, à se concentrer sur une activité et la mener à son terme. Et ce défaut de concentration-là peut être associé à
une hyperactivité, c'est-à-dire une nécessité de bouger au point de se mettre dans des situations périlleuses ou dangereuses. Alors, comment faire? Déjà, il faut poser le diagnostic. Il y a des tests spécifiques, des tests neuropsychologiques qui permettent d'avoir le type d'affection. Est-ce que c'est un trouble de l'attention seul? Est-ce que c'est un trouble de l'attention associé à une hyperactivité? Une fois que le diagnostic est posé, il y a une thérapie cognitivo-comportementale et on peut céder aux besoins de certains médicaments. Mais en dehors de ça, si on veut faire quelque chose sans forcément consulter ou prendre de médicaments, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on se rend compte qu'on a du mal à terminer ses tâches, qu'on a du mal à se concentrer. On peut se créer une liste. On sait qu'on est en classe d'examen, par exemple. On a un certain nombre de leçons, de cours à apprendre avant telle date. On se fixe des objectifs et on se crée une liste d'activités quotidiennes. Okay. Et chaque fois qu'on a fait une chose, on la coche. D'accord. On ne coche pas tant qu'on n'a pas fini la chose. Ça prendra le temps que ça prendra. Au début, ça va faire 2 jours. 3 jours pour terminer un cours parce qu'on se sera éparpillé, entre-temps on sera parti. Progressivement, on se fixe des objectifs réalisables dans un temps de plus en plus court et puis on s'efforce de finir cette tâche-là. On s'astreint à une discipline. Un peu comme tu disais tout à l'heure, on essaie de se fixer, de se créer cette routine entre guillemets, de commencer une chose, de la faire jusqu'au bout, pas à moitié. Une chose après une autre. Voilà. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fini la première chose, on s'interdit de faire quoi que ce soit. de faire autre chose. Après, on s'accorde des récompenses. Si c'est un enfant, on lui offre un sticker. C'est une victoire. Il a accompli un objectif. Et en faisant la deuxième action, il va se dire, tiens, hier, quand j'ai fini, dans l'heure, maman, elle m'a offert un sticker. Je veux un autre sticker, donc il faut que je m'astreigne à faire ça. L'adulte, pareil. On s'offre on fait quelque chose qui nous fait plaisir. On sort, on va marcher 1 heure, on revient, mais on fait les choses, une chose après l'autre. Et il faut pas être dans un environnement où il y a beaucoup de choses qui nous distraient. Quand je dois apprendre une leçon de mathématiques ou faire des exercices, faut pas que je le fasse devant la télé, la radio allumée, mon téléphone à côté. Une question sur la perte de mémoire postpartum. À quoi c'est dû et comment retrouver sa mémoire après? Ça arrive, ça? Une perte de mémoire, je ne sais pas, mais en tout cas, le sommeil est perturbé. Les humeurs. C'est-à-dire après la naissance d'un enfant, forcément. Et forcément. Déjà, sommeil... il y a un chamboulement hormonal. En même temps, il faut gérer la douleur physique. Il faut gérer les émotions. Il faut gérer cet enfant qui dépend de nous. On dort pas bien. Clairement, on est perturbé. Et donc, du coup, on peut être dans une situation d'oublier parce que certaines choses ne sont plus sa priorité dans ces moments-là. Et ça, ça s'accentue, mais c'est des choses qui arrivent tous les jours. Après, quand on vient d'accoucher 1 semaine, il faut pas trop être exigeant avec soi-même non plus. Pas trop, À un moment donné, il faut se focaliser sur ce qu'on vit, sur l'instant, sur le moment, sur l'événement, sur la semaine. Et après, on se dit, je reprendrai le travail, mais après avoir géré ma relation avec cette personne que je rencontre et dont je dois prendre soin. Tout simplement.